Donc, je vais présenter Juliette Martin, qui est praticien hospitalier à Dijon, au CHS de la Chartreuse, et qui a développé un centre particulièrement intéressant. C'est un centre de réhabilitation avec des soins spécifiques pour les jeunes adultes avec des troubles débutants, en particulier avec des psychoses débutantes. Le centre d'intervention précoce qui existe maintenant depuis quelques années et qui est un modèle pour beaucoup d'entre nous. Voilà, donc Juliette, on est très heureux de pouvoir t'écouter. Merci beaucoup Frédéric. Merci à Nicolas Font de m'avoir invité à présenter pour ce colloque. Donc en effet, moi je suis responsable du centre d'intervention précoce de Dijon qui prend en charge les jeunes adultes présentant ou à risque de présenter un trouble psychotique. Et l'idée, c'était, au décours de cette présentation, de parler un petit peu de l'aspect pratique de la remédiation cognitive et de notre retour d'expérience, puisqu'on a quasiment au centre d'intervention précoce que des jeunes de 18 à 30 ans qui bénéficient de cette remédiation cognitive. Et donc voilà, un peu notre expérience. Et du coup, à la fin, je vous présenterai aussi certains outils qu'on a créés pour favoriser le transfert et améliorer l'estime de soi de ces jeunes. Donc la première chose, et c'était globalement, l'idée c'est de pourquoi de plus en plus on s'intéresse, en tout cas en France, puisque à l'étranger, ça existe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, le mouvement d'intervention précoce. En France, c'est assez récent. Pourquoi on s'intéresse à la prise en charge précoce des troubles psychotiques et qu'est-ce que l'intervention précoce? Donc déjà, les soins d'intervention précoce, c'est un ensemble de mesures qui regroupe de la prévention et de la réhabilitation psychosociale qui ont pour objectifs principaux d'améliorer le pronostic fonctionnel, de limiter le caractère traumatisant des premières expériences psychotiques et des premières expériences avec la psychiatrie et de favoriser l'alliance thérapeutique. L'idée, c'est de ne pas laisser s'installer le handicap fonctionnel et la désertion sociale ou de s'attacher à les réduire dès que possible. Et puis, c'est d'éviter toutes les conséquences fonctionnelles liées à la maladie et rétablir la trajectoire développementale. Alors, il y a des problématiques spécifiques à la population des jeunes adultes. D'abord, au niveau de la période de vie au cours de laquelle vont survenir les troubles psychotiques. C'est la fin de l'adolescence, c'est le début de l'âge adulte. C'est une phase critique de développement, de fragilité. C'est à ce moment-là qu'il y a des changements psychologiques, sociaux. Et tout ça, ça doit être pris en compte dans la prise en charge et que la prise en charge soit le plus optimale possible. En effet, à ce moment-là, il y a plusieurs objectifs de vie. L'individualisation de la famille. Quand le premier épisode a 18 ans, ça va être impacté. Le développement des intérêts, des hobbies, des compétences. Toute la découverte et l'expérimentation de la vie amoureuse, c'est à ce moment-là. Le développement, le maintien des relations, puis l'entrée dans la vie professionnelle ou universitaire se font à ce moment-là, que ça soit terminer le cursus des études secondaires, l'entrée à l'université et après l'employabilité ou la vie professionnelle. Donc finalement, la personne, elle va tomber malade alors qu'elle doit gérer toutes ces tâches de vie qui sont déjà très compliquées quand on ne présente pas de symptômes psychotiques et qui vont l'être encore plus et qui vont être très fortement impactées par ces épisodes. En effet, quand on commence à aller mal et qu'on ne bénéficie pas de soins, il va y avoir des conséquences sociales avec la perturbation des relations interpersonnelles, des études, de la trajectoire professionnelle, des perturbations psychologiques avec une détresse, une démoralisation, une perte de confiance en soi, une anxiété, un risque de dépression et de suicide. Le risque, il est majeur après la première hospitalisation pour un premier épisode psychotique. Il y a un risque de suicide qui est majeur à ce moment-là. Il y a un risque également biologique avec un risque d'abus de substances, un risque de moins bonne santé physique. Il y a aussi l'impact traumatique que les premiers symptômes vont générer. Donc, les objectifs de l'intervention précoce, ils sont larges. Dans ce qui nous intéresse de la réhabilitation psychosociale, elle va intervenir dans l'idée qu'il va falloir stimuler et faciliter une réintégration rapide et meilleure
en diminuant le handicap fonctionnel de ces jeunes. Donc, les outils de l'intervention précoce, ils sont bien entendu pluridisciplinaires, proactifs, personnalisés, basés majoritairement, en tout cas pour notre centre, sur le case management, avec la particularité que nos case managers sont tous formés à la remédiation cognitive et à la psychoéducation. Ils ont les DU, ils ont chacun les DU de psychoéducation et de remédiation cognitive, et puis ils ont fait des formations aux différents outils de remédiation cognitive. Donc voilà, un peu tout ce qui va rentrer dans la prise en charge de ces jeunes. Donc la remédiation cognitive, bien sûr qu'elle doit être proposée dès le premier épisode psychotique, même avant, à partir du moment où on détecte un jeune dit qui présente un état mental à risque de transiter vers la psychose. Donc les troubles neurocognitifs dans la phase prodromique, c'est-à-dire quand les troubles ne sont pas encore développés, il y a des troubles de la fluence verbale, il y a la mémoire de travail qui est aussi impactée. Les troubles de la cognition sociale, ils apparaissent également pendant la phase prodromique. Et les troubles métacognitifs, c'est-à-dire l'incapacité à percevoir ses propres difficultés, commencent à cette phase-là. Quand il y a des difficultés de concentration sur une tâche précise, sur une tâche soutenue ou sur plusieurs tâches, concrètement, ça va se manifester pour le jeune par des difficultés à suivre en cours, des difficultés d'encodage des nouvelles connaissances, des difficultés à prendre des notes. Il va y avoir aussi une difficulté d'organisation et de gestion du temps de travail. Donc on reviendra un petit peu plus tard à cet aspect-là, mais pour les jeunes, en tout cas, la remédiation cognitive, en pratique, elle doit prendre l'idée que c'est des techniques adaptées aux jeunes en favorisant les interfaces numériques. Il faut faire des exercices de transfert qui soient aussi adaptés aux jeunes et personnalisés. Il faut une flexibilité importante, que le transfert en milieu scolaire soit possible. Elle peut être individuelle ou en groupe. Et souvent, nous, concrètement, on a beaucoup d'aide au maintien scolaire, beaucoup d'aide à la passation des diplômes. On a aussi beaucoup d'aide à la passation du code ou du permis de conduire pour nos jeunes qui présentent des premiers épisodes psychotiques. Alors, dans le cas des premiers épisodes psychotiques, il y a eu des études qui ont été menées pour voir l'efficacité, puis aussi le maintien de l'efficacité et l'efficacité sur certains symptômes négatifs notamment. Et donc, ça a montré qu'une remédiation cognitive à 12 mois, il y avait encore des améliorations significatives, notamment sur le plan une amélioration globale également sur les symptômes négatifs et les symptômes généraux. Et que l'effet de la remédiation cognitive à 10 ans, après une prise en charge dans un contexte d'intervention précoce, elle était maintenue principalement au niveau de la cognition sociale. Au niveau des fonctions neurocognitives, elle n'est pas forcément maintenue à 10 ans, à part sur la vitesse de traitement. Mais par contre, il y a un meilleur fonctionnement social qui se maintient. Et donc, les techniques de remédiation cognitive de la cognition sociale fonctionnent bien encore après. Alors, la particularité chez les jeunes adultes, il va y avoir certaines spécificités à prendre en compte. Je les ai un petit peu résumées dans ces 3 images. Ça va être l'accès au diplôme, la prise de cannabis et l'estime de soi. L'accès à un diplôme professionnalisant, c'est un enjeu majeur de la prise en soin chez le jeune adulte. Il faut savoir que la majorité des pathologies psychiatriques, elles apparaissent entre 15 et 25 ans, c'est-à-dire au moment de l'action, que la moitié des personnes qui ont psychotiques, au moment de leur cursus secondaire du second degré, ne le terminent pas, contre 14% dans la population générale. Que les étudiants en situation de handicap psychique sont plus à risque d'arrêter les études supérieures du fait de difficultés à suivre en cours, des difficultés à pouvoir prendre des notes. Donc ça a un impact, c'est-à-dire que c'est des difficultés à s'inscrire dans le champ professionnel. Quand on n'a pas de diplôme, ça impacte l'employabilité, qui est 3 à 5 fois inférieure. Ça aggrave l'estime de soi et ça impacte forcément le rétablissement, les échecs scolaires. Donc, ça va être une cible importante de la remédiation cognitive, le maintien dans le cursus malgré les symptômes, l'aide à la préparation des cours, à l'organisation, suivre les cours, suivre les conversations, l'aide aux soutenances orales,
à la préparation des examens. Et ça, c'est vraiment des demandes qui sont récurrentes. Généralement, dans ces cas-là, la remédiation cognitive est couplée quasi systématiquement avec des méthodes de gestion du stress parce que ça impacte fortement les soins. Et tout ça, ça doit aussi nous remettre en cause un petit peu les pratiques paternalistes qui favorisent la non-reprise de l'année scolaire après un trouble psychique. C'est-à-dire que souvent, un jeune qui fait un premier épisode psychotique, alors quand il fait son premier épisode psychotique en fin d'année, ça va à peu près, mais quand il fait son premier épisode psychotique en novembre et qu'on lui explique qu'il a le temps pour reprendre l'année et qu'on va faire une année blanche, en fait, c'est catastrophique parce que ça aggrave le sentiment d'échec et souvent, ça va impacter plus tard les soins et l'estime de soi, la dépression. Et donc, l'idée, c'est vraiment de sortir de cette position de vouloir à tout prix différer la reprise des cours et la reprise du cursus scolaire après un épisode psychotique. Ça nécessite aussi un travail étroit avec les milieux scolaires, les milieux universitaires, une sensibilisation importante de ces milieux-là, aller vers eux, expliquer ce qu'on fait. Voilà, la nécessité d'un réseau pour poursuivre les soins de remédiation cognitive d'un lieu à un autre quand le jeune doit bouger, notamment pour raison d'un cursus scolaire. L'autre particularité à prendre en compte dans la réalisation de remédiation cognitive chez le jeune, c'est la consommation de cannabis. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'en effet, généralement, quand on commence des ateliers de remédiation cognitive, il faut au maximum qu'il n'y ait pas de prise de substance parce que ça impacte de toute façon le fonctionnement cognitif et ça biaise les bilans. Or, parfois, avec cette population-là, on est obligé de commencer les soins alors qu'il y a encore une consommation. Donc, ça nécessite de s'adapter, des fois avoir une double intervention avec un addictologue. Mais l'idée, ce n'est pas de reporter indéfiniment tant que le jeune n'est pas sevré. Parce que des fois, ça peut prendre du temps. Et du coup, c'est du temps qui est perdu aussi pour essayer de favoriser le rétablissement et de favoriser la reprise scolaire ou la reprise de la qualité de vie. Mais ça a forcément un impact sur les soins de réhabilitation psychosociale. Enfin, il y a les troubles de l'estime de soi et la bonne santé physique. C'est une problématique importante et fréquente chez les jeunes qui impacte les soins de réhabilitation et qui va impacter la remédiation cognitive, notamment dans le transfert des tâches. Quand on va essayer de faire des exercices de transfert, le manque d'estime de soi, ça génère la dépression, ça génère le manque d'envie de faire les choses et donc ça va être plus compliqué de mobiliser le jeune. À cette période-là, faire un premier épisode psychotique, il y a un fort impact sur l'estime de soi. Donc, il faut vraiment prendre en compte quand on délivre les soins de remédiation cognitive pour cette population-là. Et puis, la bonne santé physique est également à prendre en compte chez les jeunes qui présentent un premier épisode psychotique dans un but préventif. Parce qu'être en bonne santé, ça améliore l'estime de soi, ça améliore l'humeur, ça améliore la motivation. D'accord. Donc, je disais, l'impact de la bonne santé physique va améliorer l'estime de soi, l'humeur, la motivation, l'anxiété, le sentiment de maîtrise et de pouvoir agir, l'empowerment. Et tout ça, ça va alimenter, ça va faire en sorte que certains soins peuvent être plus faciles. Donc, l'idée, c'était de développer, ce qu'on a essayé de faire, de développer des interfaces entre les soins de réhabilitation psychosociale, la remédiation cognitive, l'amélioration et des soins pour améliorer l'estime de soi et de la santé physique afin de favoriser le transfert des apprentissages et l'efficacité. Il y a quelques expériences. En Australie, par exemple, il y a des soins favorisant l'activité physique qui sont pour les premiers épisodes psychotiques, qui permettent à la fois de travailler les compétences sociales et la santé physique. En France, il y a des programmes français qui allient la remédiation cognitive et le sport, comme Remède de Rugby ou Goff Remède. Donc, au CIP, on a travaillé sur 3 programmes qui vont venir en interface et en renforcer la remédiation cognitive quand on sent chez certains jeunes qu'il y a des difficultés de motivation, d'estime de soi qui impactent les soins de remédiation cognitive. Donc, on a créé un soin qui s'appelle Reality Run, qui est basé sur l'activité de course à pied. C'est un de nos case managers, Sébastien Pacou, qui l'a créé, qui va permettre de travailler des compétences neurocognitives, notamment d'organisation, qui va travailler la cognition sociale, mais également motivation.
Et tout ça en collaboration pluridisciplinaire avec les diététiciens et les médecins généralistes. Et donc, c'est un soin qu'on a débuté en septembre cette année. Et on a de très bons retours et on voit très rapidement une amélioration, notamment sur l'aspect motivation et faire les choses chez ces jeunes patients. Il y a un soin qu'on est en train de mettre en place et qui va débuter en novembre, qui est Kiremède, donc qui est un programme un peu dans le même esprit de Rabbit Run, mais avec, comme le nom l'indique, le cheval, pour travailler également l'estime de soi, la motivation et aussi tout l'aspect neurocognitif. Donc, c'est une de nos case managers, Charlotte Page, avec notre neuropsychologue qui ont mis en place des soins et des objectifs et des soins pratiques à faire avec ce programme. Et enfin, on est en train de travailler sur l'utilisation de thérapie par exposition en réalité virtuelle pour renforcer l'efficacité de la remédiation cognitive, notamment dans le cadre des permis de conduire. Donc, c'est un outil de simulation de conduite qui permet de mettre en pratique certaines tâches travaillées, notamment avec Crécos. Voilà, l'idée, c'est que chez les jeunes, il y a quand même une limite des techniques de remédiation cognitive, du fait de l'emploi du temps scolaire et universitaire qui parfois est peu compatible avec les séances. Et donc, parfois, il faut arriver à prioriser. Est-ce qu'on va prioriser le maintien scolaire ou est-ce qu'on fait louper des cours? C'est souvent un dilemme important dans la mise en place de ces soins. L'idée de pouvoir aller les délivrer sur place au moyen de matériel portatif, c'est quelque chose qu'on est en train de développer un peu plus fréquemment en collaboration avec l'Université de Bourgogne. Ensuite, souvent et notamment pour les UHR, plus le jeune se rétablit, plus il va être difficile de maintenir les séances. Et on voit un échappement, et particulièrement dans la population des états mentaux à risque, où dès qu'ils commencent à aller mieux, à mieux fonctionner, ils interrompent les séances. Ensuite, il y a une interface à améliorer, il y a une meilleure connectivité à avoir avec, je pense, le développement de nouvelles techniques numériques. Et enfin, on en a déjà parlé, il y a l'incidence des consommations toxiques sur les soins. Donc, l'idée, ça serait de développer des outils un peu comme on développe, ont été développés aux États-Unis notamment. Et je crois que Frédéric, tu es en train de travailler aussi sur un programme, une application de soins. Mais l'idée, c'est d'avoir des applications un peu plus mobiles sur lesquelles il y ait à la fois peut-être des exercices de transfert ou des exercices de remédiation cognitive et en même temps une possibilité de joindre le jeune très rapidement. Voilà. Merci beaucoup, Juliette. Bonjour, Caroline Baflast, Association Intelligent Indifférent. Merci beaucoup pour l'intervention. Je voulais savoir où est-ce que c'est déployé en fait ailleurs en France, parce que quand les jeunes sont justement très jeunes, on dit que c'est pas nécessaire dans beaucoup de régions, et quand ils ont des soucis plus graves, on dit oulala, on va attendre que ça va mieux. Donc je trouve ça très intéressant ce type d'approche de prévenir plutôt que guérir, mais je voudrais savoir où est-ce que ça existe en fait ailleurs, en fait en France. Est-ce que vous avez pu un peu diffuser en fait votre expérience? Pour répondre à votre question, il y a un réseau d'intervention précoce. Oui, il y a un réseau d'intervention précoce qui s'est développé avec beaucoup de centres qui sont en train de se développer, notamment depuis 2013. Nous, on a depuis un petit peu avant, depuis 2015. Il y a ce qu'on appelle le réseau de transition, donc qui regroupe, il y a le centre de Frédéric Alpart qui est il y en a bien entendu à Paris, il y en a un peu dans toute la France des centres d'intervention précoce. Alors après, est-ce que tous utilisent les techniques de médiation? Je pense que la majorité le font. On a tous nos... Je vais compléter, étant également moi-même impliqué là-dedans. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau et en fait l'intervention précoce s'est appuyée dans un certain nombre de centres en France sur le réseau de la réhabilitation psychosociale et sur les centres de réhabilitation.
avec effectivement la nécessité de repenser un peu des éléments d'organisation pour s'adapter à ce public et à ces différentes contraintes. Et je pense que voilà, Juliette a beaucoup avancé dans ce domaine et ça fait un beau modèle. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne. Sinon, je vais poser une question. Tu parlais de la question des toxiques, de la prise de cannabis. C'est vrai que c'est voilà, une problématique assez importante dans cette population. Est-ce que ça inviterait à combiner des approches autour de, je ne sais pas, par exemple, d'approches motivationnelles autour du cannabis, à la remédiation? Est-ce que finalement, le fait... est-ce que ça pourrait pas finalement tirer vers une envie d'arrêter le fait de réaliser que pour pouvoir s'engager et pour pouvoir être efficace dans des processus cognitifs, le cannabis peut être un frein. Finalement, est-ce que ça peut pas être un levier, cette association? Est-ce qu'il y a lieu d'associer un peu des interventions dans les deux champs? Alors, sur l'entretien enfin, sur toutes les techniques motivationnelles, elles sont bien entendu mises en place et nous formées. Après, parfois, même si... alors, ce qui peut jouer, c'est le résultat du bilan neurocognitif qui est mauvais et qui est forcément souvent plus mauvais sous cannabis. Pour parler de ce toxique-là, des fois, rien que ça peut faire levier. Après, pour certains patients, il y a vraiment un déni et on a besoin d'une collaboration avec des addictos ou avec des spécialistes. Après, il y a les méthodes psycho-éducatives. Alors nous, quand vraiment on voit qu'il y a des jeunes qui ont des vrais problèmes et que c'est très compliqué de faire décrocher la consommation, on a un groupe de psychoéducation pour les jeunes sur la prise de cannabis, sur psychose et cannabis, pour essayer un petit peu de faire levier qu'on peut mettre en même temps ou en amont des soins de remédiation cognitive. Okay. Merci. J'avais... Ah oui, il y a encore une question ici. Merci. Bonjour, donc Eden van der Velden, je suis étudiante en deuxième année de master neuropsychologie. J'avais une question puisque vous parliez des nouvelles technologies et de l'importance de garder le lien avec les études. Est-ce que lors du confinement, vous avez pu commencer à mettre en place des choses au niveau des technologies, donc visioconférence avec les patients ou pas du tout? Alors, pendant le confinement, alors, par contre, les soins précis de remédiation cognitive ou de psychoéducation ont dû s'arrêter. Ça a été plus compliqué. Par contre, en ce qui concerne de garder le contact, en effet, nos case managers avaient utilisé des applications de visioconférence pour pouvoir être avec les jeunes. Et on a maintenu le suivi case management pour nos patients du centre d'intervention précoce pendant tout le confinement. Donc, surtout, les case managers étaient en visioconférence. Nous, les médecins, on avait des consultations plutôt téléphoniques. Et en fait, ça a bien fonctionné. Pendant les 3 mois de confinement, nos jeunes sont plutôt... On a eu très peu de nos jeunes qui ont été mal ou qui ont redécompensé ou qui ont été en rupture de soins. On a eu, je pense, 2 hospitalisations, 2 gens qui sont fait hospitaliser. Mais sinon, la majorité ont vécu le confinement plutôt bien. Merci. Puis je veux compléter en disant que les centres de réhab se sont fortement investis pendant la période de confinement pour construire des outils. Et le centre ressources en réhabilitation nous a vraiment beaucoup aidé avec des outils d'autogestion, des capsules vidéo, des outils support pour les agents. Voilà, malgré l'impréparation de la crise, voilà, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont pu se faire et peut-être minimiser les dégâts. Voilà, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je ne pense pas. Voilà, merci beaucoup Juliette pour cette belle présentation.